Alors, au moment où j'ai tapé sur enregistrer, tout a sauté. Donc, je ne sais pas il faut se reconnecter, je pense. Ouais, il faut accepter en fait. Alors, pour le coup, on en est où? Ça y est. voilà, Tu as le droit à une le deuxième fait d'avoir version. cliqué J'ai le sur droit à une deuxième enregistrer. version. Vous m'avez pas du tout entendu? Si, Non, le Non, non, début. non. Le début. Le début. Bah, écoutez, donc je tenais à remercier effectivement les infirmières et les infirmiers qui se connectent à ce webinaire et puis la collaboration inter-URPS et avec le CR3PA pour ce webinaire qui va vous être présenté voilà, aujourd'hui. Yannick, je te laisse la parole. Eh ben, bienvenue aussi à tous et à toutes. Donc Yannick Carlu, président des URPS infirmiers des Hauts-de-France cette fois-ci. Je remercie le CR3PA d'avoir pu permettre l'organisation de ce webinaire. C'est quand même très, très, très bien de leur part de nous inclure dans ce webinaire. Je remercie aussi le docteur Connect de sa présence, son expertise, son expérience, qui va nous compléter ce webinaire. Et c'est vrai qu'au début, on s'est posé beaucoup de questions sur le contenu de ce webinaire. Et on était parti sur des choses, on voulait un thème que finalement on abordait tous les jours dans notre quotidien professionnel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons choisi ce thème-là. Et je voudrais juste préciser pour les Hauts-de-France que ce webinaire sera disponible sur notre site internet de l'URPS. Nous le mettrons, donc si vous souhaitez joindre un collègue et lui faire part qu'il n'a pas pu être disponible en ce moment-ci, de pouvoir y accéder sur notre site URPS. Voilà, bon webinaire à tous, désolé. Du coup, on va pouvoir commencer. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis le docteur Caroline Keinec, je suis médecin psychiatre et je suis médecin responsable du service de psychiatrie pour personnes âgées au centre hospitalier du Rouvray à Rouen. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'agitation et de l'agitation dans un cadre particulier qui est celui de la dépression du sujet âgé. Donc, on va commencer par un petit point sur la dépression du sujet âgé. Donc, diapo suivante. Alors, pourquoi c'est important de parler de la dépression chez le sujet âgé? Tout d'abord parce que c'est vraiment un problème de santé publique. Très souvent, dans la population générale, il est usuel de dire que quand on est âgé, c'est normal d'être triste. C'est une période de la vie où il nous arrive plein de choses désagréables. On peut perdre son conjoint, on peut avoir des maladies invalidantes et que c'est logique quand on a la majorité de sa vie derrière soi d'être triste. Et non, en fait, c'est pas plus normal que quand on est jeune et c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'une évaluation et éventuellement d'une prise en charge. Et c'est une idée qui est tellement répandue que ça a même un impact sur les prises en charge, et notamment médicamenteuses, puisqu'on voit dans les études que le délai moyen d'introduction d'un traitement antidépresseur chez le sujet jeune, il est à peu près de 14 jours, quand il est de 51 jours pour la personne âgée. Donc on voit déjà que c'est quelque chose, une idée qui a un impact important. Deuxième idée à avoir en tête, c'est l'impact fonctionnel de la dépression chez le sujet âgé. Il faut savoir déjà qu'il va y avoir, ça va engendrer une diminution importante de l'autonomie de la personne dans sa vie quotidienne. Et chez les patients qui sont hospitalisés, pas forcément en psychiatrie, même dans les services de somatique, ça va entraîner une majoration des temps d'hospitalisation, notamment parce que les patients vont être moins compliants et moins disponibles pour les programmes de soins et la participation aux soins. Et puis enfin, pour les patients qui sont à domicile, c'est quelque chose qui va majorer le délai, en fait, le risque pour une entrée en institution.
Troisième point à avoir en tête, ce sont les répercussions en termes de morbidité et de mortalité qui vont être prématurées chez le sujet âgé qui présente un épisode dépressif majeur. Premier mécanisme, c'est du fait du risque suicidaire. On va voir que le risque suicidaire chez la personne âgée est majeur. C'est quelque chose qu'on va voir ensuite dans le diaporama. Deuxième point, c'est parce que ça va faire le lit de pathologies somatiques et notamment des pathologies cardiovasculaires, par exemple. Et puis enfin, comme je disais tout à l'heure, les patients âgés déprimés vont moins être observants sur le plan médicamenteux et vont avoir une participation moindre aux soins. Donc, du fait de tous ces éléments, on va avoir une morbidité et une mortalité qui vont être prématurées. Diapo suivante. Alors, si on regarde un petit peu au niveau des chiffres, pour la population des plus de 65 ans, la fréquence de l'épisode dépressif, il est entre 3 et 10% des plus de 65 ans. Alors, on a des petites variations en fonction des études parce que toutes les études ne prennent pas en compte les mêmes critères pour poser le diagnostic d'épisode dépressif. C'est pour ça qu'on peut avoir quelques variations. Mais en gros, la majorité des études, c'est 5 à 10% des plus de 65 ans. Il faut savoir que cette fréquence, elle est multipliée par 2 chez les patients âgés hospitalisés, tous services confondus, et multipliée par 3 en EHPAD. Ça veut dire qu'en EHPAD, un patient sur 3 présente un épisode dépressif. Et puis enfin, ce qu'il faut retenir également, c'est la fréquence des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies associées, à la fois des pathologies somatiques, comme on a commencé à dire, mais également d'autres maladies psychiatriques, c'est-à-dire que quand on diagnostique un épisode dépressif chez le sujet âgé, il faut chercher d'autres maladies associées et également d'autres maladies psychiatriques. Diapo suivante. Alors, donc cet épisode dépressif, il est fréquent, il a des conséquences très importantes, voire graves, et pourtant la prise en charge, elle est encore largement insuffisante. Pourquoi? Tout d'abord parce que l'épisode dépressif, souvent, il n'est pas diagnostiqué. À peu près 40% des cas d'épisodes dépressifs du sujet âgé ne sont pas diagnostiqués, ce qui est quand même assez énorme. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les symptômes, on va dire, très typiques de l'épisode dépressif qu'on retrouve classiquement chez le patient plus jeune, une tristesse de l'humeur importante, des répercussions sur l'alimentation, sur le sommeil, l'absence d'envie pour faire les choses, ces symptômes-là, très typiques, vont être un petit peu moins fréquents et on va avoir au contraire des symptômes qui sont plus spécifiques à la personne âgée, mais qui vont être moins repérés, notamment par les médecins généralistes, et du coup, le diagnostic ne sera pas fait. Une fois que le diagnostic il est fait, en fait, très souvent, le traitement n'est pas instauré ou alors mal instauré. Et les études montrent que même quand le diagnostic d'épisode dépressif est fait, un traitement est mis en place dans seulement 20% des cas, voire moins. Donc on voit qu'effectivement, il y a une véritable problématique de diagnostic et de traitement. Diapo suivante. Et pourtant, donc, malgré tout ça, un épisode dépressif, il faut vraiment à retenir, c'est important, qu'il se traite de façon efficace chez le sujet âgé, exactement de la même façon qu'un sujet jeune. Les études, elles montrent que les antidépresseurs, elles sont aussi efficaces sur l'épisode dépressif. Vous voyez à droite un petit diagramme en fait, de l'efficacité d'un certain nombre de molécules chez la personne âgée. Elle est, on va dire, en moyenne d'une efficacité de 50%. C'est exactement les mêmes taux que l'on retrouve chez le sujet jeune. Donc l'efficacité, elle est comparable. Par contre, effectivement, le maniement des antidépresseurs chez la personne âgée va être différent. On ne va pas instaurer de la même façon, ni prescrire aux mêmes posologies et des fois pas prescrire les mêmes molécules. Mais en tout cas, les antidépresseurs sont efficaces. Deuxième chose, les antidépresseurs sont aussi efficaces dans le risque suicidaire. Et enfin, les autres thérapies non médicamenteuses, comme par exemple ce qu'on appelait l'électroconvulsivothérapie ou la sismothérapie avant, et puis les différentes psychothérapies, sont également aussi efficaces que chez le sujet jeune. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment rechercher cet épisode dépressif, le diagnostiquer et le traiter. Diapo suivante. Alors,
la littérature permet quand même de bien distinguer un certain nombre de facteurs de risque qui vont donc pouvoir entraîner cet épisode dépressif chez le sujet âgé. On va distinguer donc en premier lieu les facteurs personnels qui sont vraiment liés au patient lui-même, et on verra ensuite les facteurs liés à la famille et les facteurs qui sont liés à l'environnement. Tout d'abord, les facteurs personnels. Donc, il y en a quand même un certain nombre. Il y a les facteurs sociodémographiques. Donc, le fait d'être une femme prédispose plus à l'épisode dépressif. Le fait également de vivre seul. Alors, que ce soit parce qu'on est célibataire, veuf ou divorcé, mais en tout cas, c'est le fait d'être seul à son domicile. Et puis également le fait d'avoir un faible niveau de revenus et un faible niveau d'éducation. Ensuite, les événements de vie qui sont propres aux patients, eh bien, ça va être tous les antécédents d'abus, et notamment dans l'enfance. Ça peut être des abus psychologiques, des abus physiques, avec de la maltraitance physique, ou encore des abus sexuels. Et puis, les antécédents également de trauma. Et c'est le cas chez nos patients âgés. On a encore un certain nombre de patients âgés qui ont vécu certaines guerres, comme par exemple la guerre d'Algérie, et qui ont gardé vraiment ce qu'on peut appeler un syndrome de stress post-traumatique de certaines guerres, et qui vont être des facteurs favorisants également d'épisodes dépressifs. Également, le fait d'avoir des antécédents personnels psychiatriques et le fait notamment d'avoir déjà fait des dépressions. Quand on a déjà fait un épisode dépressif, on est plus à même d'en refaire. Également, certains traits de personnalité, notamment les personnalités plutôt rigides, avec une tendance aux obsessions, mais également les personnalités introverties. Autre facteur favorisant les addictions, et très souvent l'addiction à l'alcool, qui est quand même un trouble addictif qui est fréquent dans nos régions, à la fois Hauts-de-France et Normandie. Et puis enfin, les troubles anxieux, qui peuvent également favoriser les dépressions. Pour terminer sur les facteurs personnels, il y a les pathologies somatiques, donc les pathologies physiques, et ça va être le cas pour toutes les pathologies somatiques qui génèrent un handicap avec une perte d'autonomie pour le patient. On a également toutes les maladies somatiques chroniques, comme les cancers, mais également les troubles neurocognitifs, et puis certaines pathologies qui peuvent être invalidantes, comme par exemple la maladie de Parkinson, et puis certaines pathologies cardiovasculaires. On a ensuite les douleurs chroniques, et puis les déficits sensoriels, le fait par exemple d'avoir une baisse d'acuité visuelle importante sur une DMLA, une cataracte, un glaucome, mais également la surdité qui va couper le patient d'un certain nombre d'activités, mais également de son réseau social. Et puis, de façon un petit peu plus anecdotique, certains médicaments qui peuvent, notamment cardiotropes, générer parfois des épisodes dépressifs. Donc ça, c'était pour les facteurs personnels. Diapo suivante. Donc on a également les facteurs familiaux, c'est-à-dire ce qui a pu se passer dans la famille, dans les membres de la famille qui vont également avoir une importance. Donc le fait d'avoir perdu des membres de sa famille ou d'avoir grandi dans un climat conflictuel. Et le fait également d'avoir des antécédents familiaux, donc dans la famille, chez les parents notamment, d'épisodes dépressifs. Pour ce qui est des facteurs plutôt environnementaux, les situations de rupture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation de rupture? Souvent, ça correspond à une situation de perte, c'est-à-dire perte du conjoint ou d'autres membres de la famille. Le fait de déménager et d'avoir perdu le logement, la maison, des fois dans laquelle on a vécu toute sa vie, dans laquelle on a élevé ses enfants, souvent pour une entrée en EHPAD. Et puis des fois, pour certaines personnes qui étaient très investies dans des associations, la perte d'un rôle social. Et enfin, dans les facteurs environnementaux, le fait d'avoir une absence de lien social, d'avoir des interactions sociales, d'être très isolé, va également favoriser les dépressions. Diapo suivante. Alors, quand est-ce qu'on parle véritablement d'épisodes dépressifs? Effectivement, le fait d'être triste, c'est quelque chose qui ne va pas forcément rentrer dans le cadre d'un épisode dépressif. On l'a tous vécu, si on a une mauvaise nouvelle à un moment, ça ne veut pas dire qu'on va faire une dépression derrière. Alors, comment on fait pour justement pouvoir
diagnostiquer correctement un épisode dépressif, eh bien, on utilise des critères qui sont les critères d'un manuel qu'on appelle le DSM. Donc là, c'est la version 5 actuellement. Et les critères actuellement pour pouvoir parler d'un épisode dépressif caractérisé, eh bien, il faut avoir une humeur dépressive et ou une diminution de l'intérêt ou du plaisir, c'est-à-dire que ce sont les deux items qui sont en haut de la diapo. Donc, il faut avoir soit l'un, soit les deux. Et puis, parmi les items qui suivent, il faut avoir au moins 5 éléments. Donc, parmi troubles, perte ou gain de poids, perte ou gain d'appétit, insomnie ou au contraire ce qu'on appelle une hypersomnie refuge, une agitation ou un ralentissement psychomoteur, une sensation de fatigue, c'est-à-dire d'asthénie ou de perte d'énergie, des idées de dévalorisation ou alors de culpabilité qui seraient inappropriées à la situation ou excessives, une difficulté à se concentrer, une difficulté à prendre des décisions, et puis donc au maximum des idées de mort, des idées de suicide, avec jusqu'à l'élaboration d'un scénario suicidaire. Donc il faut que ces critères ils soient présents pendant au moins 2 semaines et qu'ils soient présents tous les jours. Voilà ce qui va faire qu'on va diagnostiquer un épisode dépressif devant une tristesse de l'humeur. Diapo suivante. Alors, ces symptômes, ils vont avoir des conséquences au quotidien sur les personnes âgées. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir éventuellement constater et retrouver au domicile des patients. Alors, on va avoir ce qu'on appelle une négligence personnelle, c'est-à-dire que le patient va commencer à ne plus faire sa toilette, ne plus se laver les cheveux, ne plus changer ses vêtements parce qu'il n'a plus le courage, tout simplement, et qu'il ne voit plus de toute façon de raison à faire ça. Il va garder des vêtements sales, tachés, etc. On va avoir la même chose pour ce qui est du logement, c'est la négligence du domicile, parce que le patient n'a plus non plus le courage, la force, la volonté pour faire le ménage, la vaisselle, les choses comme ça. Et puis, ça peut aller jusqu'à, par exemple, rester couché toute la journée. Le patient va rester isolé au domicile et ne va plus sortir. C'est ce qu'on appelle la clinophilie, le fait de rester allongé toute la journée. Il va également y avoir un désintérêt complet pour les activités habituelles, ce que le patient aime faire habituellement, il va laisser tomber. Et puis également un désintérêt pour les relations sociales. Il y a parfois des manifestations anxieuses qui peuvent être au premier plan chez certains patients et donc ça peut se traduire par des appels téléphoniques incessants, répétés à l'entourage, mais également des fois au cabinet infirmier, au cabinet du médecin traitant, avec des demandes de consultation répétées. Et puis pour certains patients, des consommations d'anxiolytiques, voire d'hypnotiques pour dormir quand le patient ne dort plus, voire également d'alcool pour essayer de calmer en fait cette anxiété. Et également, on peut avoir une augmentation de la consommation du tabac. Diapo suivante. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les symptômes que je vous ai évoqués là à l'instant pour parler d'un épisode dépressif, les critères, ils sont un petit peu moins typiques, un petit peu moins présents chez le sujet âgé et on va retrouver au contraire des fois au premier plan certains symptômes qui peuvent être plus atypiques. Et c'est pour ça que le diagnostic, souvent, il n'est pas véritablement fait chez le médecin traitant. Alors, on peut avoir tout un cortège de symptômes plutôt à type de ralentissement, de fatigue, avec plutôt qu'une véritable tristesse, plutôt une espèce d'indifférence affective. Le patient ne vous paraît pas forcément extrêmement triste, ce n'est pas ce qu'il rapporte, mais il est comme un petit peu ce qu'on appelle nous émoussé, c'est-à-dire indifférent à tout ce qui se passe, avec des fois des conduites de régression. On peut également avoir au premier plan plutôt des plaintes somatiques, ça c'est très fréquent chez la personne âgée, et très souvent des plaintes douloureuses. On peut également avoir, comme je vous disais, au premier plan des manifestations anxieuses. Également des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles des fonctions supérieures, donc par exemple des difficultés de concentration pour fixer son attention, mais également des troubles de mémoire. On peut également avoir de façon assez fréquente chez la personne âgée des idées délirantes, c'est-à-dire des idées qui ne sont pas en lien avec la réalité. Et ce qui va être très fréquent, ce sont les idées de persécution ou alors de préjudice. Et également des idées de ruine, c'est-à-dire que le patient va être persuadé qu'il n'a plus du tout d'argent, qu'il est ruiné,
qui ne va plus pouvoir faire face aux dépenses, et encore des idées de ce qu'on appelle d'incurabilité, c'est-à-dire que le patient est persuadé d'être atteint d'une maladie grave, incurable, et généralement il est persuadé d'être atteint d'un cancer. Et puis on peut avoir, il faut revenir aux diapos précédentes, c'est allé un peu trop vite, encore. Voilà. Et puis on peut avoir enfin plutôt un groupe de symptômes à type de refus, d'opposition. Donc le patient va se mettre à refuser de manger et de boire. Il va refuser les traitements, refuser tout ce qui est forme de prise en charge. Et puis le patient va se présenter comme véritablement irritable, voire hostile à toute forme de prise en charge. Donc diapo suivante. Et donc, quand ces symptômes sont véritablement au premier plan, ça va constituer ce qu'on appelle des formes cliniques ou alors ce que vous avez pu entendre dénommer sous forme de masque, hein. Donc, quand on a plutôt des symptômes à type de ralentissement, de conduite de régression ou d'indifférence, c'est ce qu'on va appeler la forme conative. Quand vous avez plutôt des plaintes somatiques, des douleurs, ce sera la forme hypocondriaque. L'anxiété, la forme anxieuse. Les troubles cognitifs, quand ils sont au premier plan, on pourra parler de ce qu'on appelle la forme pseudo-démentielle, c'est-à-dire que des fois, on peut même se poser la question de savoir si ce n'est pas une démence débutante. Quand ce sont surtout les idées délirantes qui sont au premier plan, on parlera de forme délirante. Et puis, quand vous avez au premier plan surtout des refus, de l'hostilité et puis de l'irritabilité, de la méfiance, on parlera de forme hostile. Donc, diapo suivante. Alors, un petit focus du coup aujourd'hui pour parler de l'agitation. Quand on parle de l'agitation, en fait, il existe deux formes principales d'agitation. On a l'agitation verbale d'un côté et l'agitation physique de l'autre. Alors, sachant qu'évidemment, on peut avoir les deux associés, mais en tout cas, on commence déjà par les distinguer comme ça. Si on s'intéresse à l'agitation verbale, on peut avoir de l'agitation verbale sans agressivité, et dans ce cadre-là, ce sera tout ce qui est cris, demandes répétitives, sons répétitifs. Et l'agitation verbale avec agressivité, c'est là qu'on pourra avoir des propos hostiles, des menaces hétéro-agressives. Si on s'intéresse à l'agitation physique, de la même façon, on pourra avoir de l'agitation physique sans agressivité. Donc, ça va regrouper tout ce qui est déambulation, comportement d'errance, d'agitation motrice, avec des conduites parfois de déshabillage ou des objets qui vont être déplacés sans arrêt ou lancés. L'agitation physique avec agressivité, là, on aura des patients pour le coup qui vont mordre, frapper, casser des objets en les lançant, donner des coups, voire parfois s'automutiler. Diapo suivante. Alors là, du coup, on arrive dans le vif du sujet. Quand cette agitation, elle arrive dans le cadre d'un épisode dépressif chez le sujet âgé, très souvent, elle arrive dans ce qu'on appelle donc la forme hostile. C'est une des formes cliniques dont on vient de parler. Et elle est quand même relativement fréquente puisque cette forme hostile, elle représente à peu près 30% des patients avec un épisode dépressif. Donc là, c'est tout âge confondu pour cette fréquence. Donc quand même quelque chose d'assez fréquent. Donc, comme je vous le disais, ça peut se traduire par un refus alimentaire, un refus de boire, ce qui va générer une perte de poids, mais également un refus des traitements et des aides, de toutes les aides qu'on va pouvoir proposer aux patients. Et évidemment, vous imaginez bien qu'avec tous ces symptômes, cela va entraîner des risques. Alors, ce sont des patients qui peuvent avoir des risques de passage à l'acte avec des troubles du comportement plutôt de type agressif. Également des patients qui vont pouvoir avoir des addictions associées, et notamment l'alcool. Des patients également avec un risque suicidaire important. Pourquoi? Parce qu'il y a une agitation, il y a une impulsivité. Et donc, si on a en plus souvent une addiction à l'alcool associée, vous imaginez bien que le passage à l'acte suicidaire va être plus rapide. Et puis enfin, du fait du refus alimentaire, du refus d'hydratation, du refus des traitements, un risque plus important de pathologies somatiques et notamment de déshydratation, de dénutrition, et puis toutes les conséquences que cela entraîne. Diapo suivante. Alors, comment faire quand vous êtes face à un patient qui présente une agitation? Vous arrivez chez lui, le patient commence à s'agiter, comment on peut faire?
La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut véritablement aborder le patient en se positionnant comme une aide, comme un soutien. Ne pas aborder le patient de façon, on va dire, un petit peu frontale, tout de suite en voulant aller dans le vif du sujet. Il faut commencer par aborder le patient comme ça. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Deuxième chose, pas d'escalade de tension. Vous avez le patient qui va commencer par exemple par monter le ton, commencer à s'agiter, etc. En face, ce qui va être important, c'est que vous gardiez votre calme. Quand bien même le patient commence à vous remettre en cause, voilà, à s'énerver, on reste calme quoi qu'il en soit. Pas de relation en miroir, c'est-à-dire que même si le patient commence à avoir des propos qui des fois peuvent être blessants ou des critiques envers vous, il faut vraiment arriver à rester dans une attitude professionnelle, à savoir se décaler, hein, c'est ce qu'on appelle faire un pas de côté, se dire que la personne en face de vous, elle n'est pas dans son état habituel, elle n'est pas dans son état normal et qu'en face, il ne faut pas commencer à prendre les choses pour soi parce que c'est véritablement pas le cas, hein, et que probablement la personne ne pense pas forcément tout ce qu'elle dit. Mais donc, arriver à rester calme et à ne pas prendre les choses pour soi. Ensuite, respecter un espace propre au patient. Donc là, le but, c'est surtout de ne pas trop vous approcher pour éviter qu'en fait le patient ait un sentiment d'intrusion, que vous êtes trop à son contact et que vous êtes trop intrusif. Et enfin, comme je vous le disais, restez respectueux, même si en face le patient peut des fois commencer à être grossier, etc., avec un langage qui n'est pas adapté. Vous gardez votre calme, vous gardez le vouvoiement et vous restez respectueux, quoi qu'il se passe en face. Voilà. Diapo suivante. Alors, là, je vous ai remis un processus que vous connaissez peut-être, en tout cas au moins de nom. C'est ce qu'on appelle la désescalade. C'est un processus qui est souvent utilisé, notamment aux urgences psychiatriques, quand vous avez un patient qui arrive, quel que soit son âge, hein, dans un état d'agitation et qu'il faut arriver à rentrer en communication et à pouvoir lui proposer des choses. Alors la première chose, c'est de respecter l'espace personnel. Donc comme je vous le disais, d'une part pour que le patient n'ait pas la sensation que vous êtes trop intrusif, trop collé à lui, mais c'est également aussi pour vous, vous mettre en sécurité. Donc à peu près 2 bras de distance pour ce qui est de la distance entre vous et le patient. Deuxième chose, la posture. Il faut que déjà dans votre posture, le patient se sente rassuré. Donc on bouge de façon lente, pas de gestes rapides qui peuvent être mal interprétés par le patient. On parle calmement, on a un visage qui est calme. On évite de se mettre vraiment en face du patient de façon un peu trop frontale. Et puis on essaye aussi de ne pas avoir un contact visuel qui soit trop envahissant pour éviter que le patient se sente un peu trop persécuté. Donc, on se tient un peu à distance, on a une posture qui reste calme, qui reste détendue et qui est rassurante pour le patient. Troisième chose, donc là, on commence le contact verbal et comme je vous le disais, on se positionne de telle façon qu'on est là pour l'aider. On n'est pas là pour on va pas lui dire qu'on est là pour le forcer à faire ci ou ça. On est là pour l'aider et on lui demande comment. Donc là, généralement, le patient commence à vous parler et il va commencer à vous évoquer ce qui ne va pas, ce qu'il ne veut pas, quels sont ses besoins, quelles sont ses émotions. Donc là, la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle valider les émotions du patient, les sentiments que vous avez perçus. Donc c'est reconnaître que oui, on a bien compris que le patient était triste, voilà, dans le contexte qu'il nous apporte. Et la bonne technique, entre guillemets, c'est de reformuler ce que le patient vous dit. Ça a l'avantage de valider. Voilà, vous reconnaissez les émotions du patient. Et puis, en fait, quand vous reformulez ce qu'il dit, le patient voit que vous avez suivi ce qu'il raconte et que vous êtes attentif. Donc ça, c'est ce double avantage. Ensuite, il faut être d'accord sur quelque chose. C'est-à-dire que pour que le patient se calme un petit peu, il faut être d'accord avec lui à un moment sur quelque chose. Il faut lui concéder qu'il a raison sur quelque chose. Donc, dans tout ce qui vous amène, je suis énervée parce que, voilà, l'aide à domicile, elle est arrivée trop tard, et puis le médecin traitant, il devait prescrire ci, il ne l'a pas fait, etc., etc. Il faut être d'accord sur quelque chose. Oui, vous avez raison, moi aussi,
Si l'aide à domicile a été arrivée 3/4 d'heure plus tard, moi aussi, ça ne m'aurait pas forcément plu. Je comprends, ce n'est pas forcément facile. Voilà. Et au bout du compte, ce qu'il faut, c'est fixer des limites, c'est-à-dire, d'accord, vous êtes énervé pour ci, pour ça, moi je comprends. Par contre, voilà, ça, c'est pas possible. Et puis, émettre des consignes qui vont être claires. Il ne faut jamais mentir au patient ou lui cacher des choses. Donc, ça, je suis d'accord. Par contre, voilà, ça, c'est pas possible. Et puis, lui énoncer clairement ce qui va se passer pour la suite. Par exemple, du coup, moi, je vais appeler votre médecin traitant pour voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, fixer les limites et mettre des consignes et des propositions qui vont être claires pour le patient. Diapo suivante. Alors, le risque suicidaire, on l'a dit, c'est un élément très important qu'il faut avoir en tête quand on travaille avec des personnes âgées, et notamment des personnes âgées qui peuvent présenter un épisode dépressif. Il faut savoir que les personnes de plus de 75 et encore en plus de plus de 85 ans correspondent à la catégorie d'âge qui se suicide le plus. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est dit énormément dans les médias, dans le grand public. Mais si on regarde au-dessus, le taux de suicide par classe d'âge en France en 2021, donc là, ça date un peu parce qu'on n'avait pas accès aux données plus récentes, mais vous voyez que globalement, plus on augmente en âge, plus le taux de suicide est important et explose après 85 ans. Donc, il faut vraiment avoir en tête ces données-là. Contrairement à la dépression, ce sont les hommes qui se suicident le plus et également en milieu rural. Plus on arrive dans des zones rurales, plus le taux de suicide augmente. Il faut savoir également que la Normandie est une des 2 régions de France où le taux de suicide des plus de 75 ans est le plus élevé. Donc, en plus, on a cette particularité, en tout cas pour la Normandie, pas les Hauts-de-France. Ce qui va caractériser également le suicide chez les personnes âgées, c'est une détermination qui va être particulièrement importante et qui va aboutir à un taux de suicide abouti beaucoup plus élevé. Si en fait on regarde les tentatives de suicide et les suicides aboutis, quand on regarde chez les 15-25 ans, vous avez à peu près un suicide abouti pour 50 tentatives. Donc on voit que les jeunes ont tendance à faire un certain nombre de tentatives, mais heureusement, il n'y a pas trop de suicide abouti. La personne de plus de 75 ans, c'est un suicide pour 2,5 tentatives. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes âgées, elles ne se loupent pas. Voilà. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait eu un certain nombre de tentatives de suicide. Il n'y en aura pas. Ce sera direct. Donc, il va falloir véritablement être très attentif. Et d'autant plus que très souvent, en fait, ce sont des patients qui demandent de l'aide. Si on regarde, vous voyez le petit graphique en haut à gauche, on a demandé aux patients qui ont eu des idées suicidaires à qui ils avaient confié leurs pensées. Et vous voyez que dans la très grande majorité des cas, et notamment en Normandie, ils les ont confiés à un professionnel de santé, beaucoup plus qu'à un proche, à un membre de la famille. Ça veut dire que vous, en tant que professionnel de santé, qui allez intervenir véritablement au plus près du patient à son domicile, quand vous avez une alerte dans ce que le patient va pouvoir vous dire, il faut absolument en tenir compte parce que c'est une demande d'aide et que vous n'en aurez peut-être pas deux. Voilà. Donc ça, c'est également très important de garder ça à l'esprit. Diapo suivante. Alors, quels sont les petits signes d'alerte également que vous allez pouvoir percevoir à domicile et qui doivent absolument vous alerter? Le fait que le patient fasse des modifications ou réalise son testament. Parfois, il y a également des patients, quand ils ont décidé de se suicider, qui vont aller rendre visite à leurs proches, à des gens qu'ils ne voient jamais, pour, entre guillemets, leur faire un dernier adieu. Il y a également les patients qui vont mettre en ordre tous leurs papiers pour que leurs proches, une fois qu'ils seront décédés, n'aient pas à faire tout ça. Le fait également de donner des objets qui ont pour eux une valeur affective importante, ça également, ça doit vous alerter. Également, les patients qui stockent les médicaments. Donc, c'est très important d'avoir à l'œil les boîtes de médicaments. Et puis, on peut avoir également, ce qui est très trompeur parfois,
une espèce de fausse amélioration brutale. En fait, ce qui se passe parfois, c'est que le patient, vous le voyez, il est très déprimé, et puis tout d'un coup, il a l'air d'aller bien. Alors vous vous dites, bon, bah, ça va, c'est rentré dans l'ordre. En fait, pas du tout. C'est que le patient, en fait, il a enfin pris la décision de se suicider, et donc, en fait, ça va le soulager transitoirement, juste avant de mettre fin à ses jours. Diapo suivante. 10 minutes, Caroline. Donc, ça, c'est un petit récap sur le risque suicidaire qui a été fait pour les professionnels du domicile et qui résume ce qu'on vient de vous expliquer. Donc, je constate une anomalie, un repli sur soi, des propos inquiétants. Je surveille, je trace. J'adapte au domicile en sécurisant le domicile au maximum. Et puis, j'alerte le médecin traitant, les équipes mobiles ou le CMP, le numéro national 3114 ou les urgences, et enfin, les proches et la famille. Alors, je crois qu'on va pouvoir passer au cas clinique. Alors, donc, un petit cas clinique pour vous illustrer le propos. Donc, c'est Monsieur B, 77 ans. Il est veuf, donc il vit seul à domicile. Il a eu 2 enfants, une fille qui est décédée et un fils qui vit un peu plus loin en région parisienne. Donc, il est à la maison, en milieu rural, dans une maison avec un étage, avec la chambre à l'étage. Et puis, il a des soucis de santé. Donc, il a une insuffisance respiratoire qui fait qu'il est sous oxygène 24 heures sur 24. Et il a un diabète avec une alimentation désordonnée. Donc, vous êtes infirmière libérale, vous passez chez monsieur et monsieur est agressif avec vous au moment des passages. Diapo suivante. Alors, premier quiz. Quels sont les facteurs de risque dans cette vignette, d'après ce que je vous ai tout à l'heure expliqué sur les facteurs de risque? Quels sont ceux que vous pouvez observer pour monsieur? C'est le moment où on va vous demander, on va demander à Michael s'il veut bien de nous faire apparaître le QR code. Pour le WooClap, attrapez vos smartphones. Petits ajustements techniques de notre côté. Comme ça laisse le temps de réfléchir. C'est ça. Par contre, on ne voit plus les propositions. Voilà. Donc, vous pouvez scanner le QR code. Normalement, ça vous amène directement sur le WooClap. Si ça ne fonctionne pas, pardon, vous pouvez aller sur wooclap.com et vous tapez sur en haut à gauche du site, vous avez rentré un code événement et donc c'est FLCXKE. Est-ce que je peux repartager Vous arrivez à le vous PowerPoint? connecter, c'est bon? Alors, je vois qu'il y a 11 personnes qui se sont connectées pour l'instant. Je vais taper le code événement dans le chat à la limite, comme ça si vous n'avez pas encore eu le temps, il sera affiché dans le chat. FLCXKE. Vas-y, tu peux repartager l'écran, je pense, Michael, avec la question. Oui. Vous voyez le diaporama? Oui, c'est bon. Et alors, normalement, sur le WooClap, cette question devrait bientôt apparaître. Et vous allez pouvoir sélectionner une ou plusieurs bonnes réponses. Et une fois que vous les avez sélectionnées, vous pouvez valider. Et ça devrait mettre un écran d'attente tant qu'on ne vous a pas fait apparaître les bonnes réponses. Michael, je te laisse prendre la main peut-être parce que c'est toi qui dois voir le nombre de participants et si les gens ont eu le temps de répondre ou pas. Alors, le problème, c'est que je peux pas partager les Ah, deux. alors attends. J'ai plus accès. Sinon, il faut que j'enlève le PowerPoint. Hop, normalement la question apparaît. Et je vous dirai, je commence à voir des réponses apparaître.
Alors, pour l'instant, on a 100% des personnes qui nous disent que l'éloignement des proches, l'isolement familial et social, c'est un facteur de risque. J'attends encore quelques minutes. On a eu quelques réponses qui sont arrivées pour l'instant. Alors, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Le sexe masculin ressort un petit peu moins. Le territoire rural aussi. Et sinon, le veuvage, le deuil, la perte d'autonomie, problématique de santé ressortent à 80% à peu près. Est-ce que je passe sur les réponses? Ouais, Alors, ça allons-y. participe encore un tout petit peu. Ah, pardon. Ah, ça ne bouge plus trop, donc tu vas pouvoir y aller, je pense. Donc effectivement, comme on a vu tout à l'heure, le fait de vivre seul, hein, donc d'être veuf, d'avoir subi un deuil, l'éloignement, donc tout ce qui est facteur en fait d'isolement, d'éloignement, le territoire également rural joue quand même également, alors surtout pour le risque suicidaire, mais également quand même dans l'épisode dépressif, s'il se traduit notamment par un isolement. La perte d'autonomie et les problématiques de santé qui vont engendrer un handicap. Alors, le sexe masculin, non, parce qu'effectivement, on a vu que l'épisode dépressif était plus fréquent chez la femme. Diapo suivante. Alors, face effectivement à un comportement comme celui de monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher donc les symptômes de dépression, donc une tristesse de l'humeur, des idées noires, des épisodes de pleurs et des manifestations anxieuses. Le fait que le patient va ne plus avoir envie de vivre, vous dire qu'il n'a plus du tout cette envie et qu'il n'arrive plus à voir l'avenir. Ils disent parfois aussi qu'ils ont une sensation d'avenir bouché. Il peut y avoir des idées de dévalorisation. Les patients disent parfois ils vont être un poids pour les enfants, qu'ils ne veulent pas les embêter, qu'ils ne servent plus à rien, qu'ils sont inutiles. La négligence personnelle et du logement, comme on en parlait tout à l'heure. Le fait de rester isolé et de ne plus voir la famille et les amis et d'arrêter les activités habituelles. Diapo suivante. Alors, autre quiz. Quels sont les symptômes typiques que l'on peut retrouver sur une forme hostile? Normalement, la question apparaît dans WooClap. Vous pouvez participer. Donc là, on parle vraiment des formes des symptômes spécifiques à cette forme, hein. Je vous tiens au courant. Les réponses commencent tranquillement à arriver. Le refus de soins et l'agressivité verbale et physique ressortent à 100% pour l'instant. Les conduites régressives, il y a une personne qui a proposé ça. L'anxiété, pareil, ressort un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et les idées d'incurabilité ressortent un petit peu plus, mais pas tant que ça. Voilà. Agressivité verbale et physique, on a toujours 100% des gens qui proposent cette réponse. Est-ce que je peux afficher les réponses? Alors effectivement, vraiment les symptômes caractéristiques, c'est le refus de soins, refus de traitement, et puis l'agressivité à la fois verbale et physique. Les idées d'incurabilité, c'est plutôt dans les formes délirantes, les conduites régressives plutôt dans les formes conatives et l'anxiété dans les formes anxieuses, mais on peut des fois parfois les avoir, mais en tout cas, ce n'est pas typique d'une forme hostile. Diapo suivante. Alors, si on regarde un petit peu parmi tous les impacts possibles de l'épisode dépressif chez ce monsieur, donc on aura effectivement au niveau émotionnel une colère, une irritabilité. On a vu des troubles de l'appétit puisque c'était un patient qui s'alimentait difficilement. Et puis sur les comportements, surtout de l'agressivité, parfois un mutisme qui correspond en fait au refus de parler. Donc il y a des patients des fois qui restent complètement mutiques, qui refusent de répondre. Et puis un repli sur soi. Diapo suivante. Pour la suite du quiz, donc vers qui pourriez-vous orienter le patient pour confirmer vos soupçons, donc vos soupçons concernant un épisode dépressif et proposer une prise en charge? La question apparaît dans le WooClap. J'attends de voir vos réponses arriver. Ah oui, alors c'est vrai qu'on précise peut-être les sigles Oui. EMPPA, équipe mobile psychiatrie personnes âgées, CMP centre médico-psychologique et EMGD, équipe mobile gériatrique à domicile.
Merci pour la demande de précision dans le chat, vous avez bien fait. Alors, pour les réponses, pour l'instant, ce qui ressort le plus, c'est le médecin traitant. EMPPA aussi ressort pas mal. Alors, EMPPA, enfin équipe mobile psychiatrie personnes âgées, peut-être que vous n'en avez pas tous sur les territoires, hein. C'est vrai que ça n'existe pas sur tous les territoires. Et on a quand même 80% des réponses qui font ressortir une consultation de psychiatrie pour personnes âgées. On a 67% des gens qui nous parlent de l'équipe mobile gériatrique, 42% qui nous parlent du psychologue, 92% du médecin traitant, 83% de l'EMPPA, 30% du CMP et 17% de la consultation mémoire et 83% de consultation de psychiatrie pour personnes âgées. J'affiche Ok, les bon. réponses. Ouais. On Donc, peut y aller, ça bouge plus trop. Donc là, effectivement, les possibilités dans le cadre d'un épisode dépressif du sujet âgé, donc évidemment toujours le médecin traitant, c'est vraiment le premier interlocuteur qu'il faut avoir à l'esprit. Dans les territoires où vous avez des équipes mobiles de psychiatrie personnes âgées qui interviennent à domicile, évidemment, vous pouvez les solliciter. Le psychologue, si vous avez accès effectivement à un psychologue, mais souvent c'est aussi plutôt le médecin traitant qui va des fois orienter vers le psychologue. Le centre de médico-psychologique, c'est-à-dire de consultation de psychiatrie, qui accueille voilà, tout âge, y compris des personnes âgées. Et puis effectivement, si sur votre territoire, vous avez des consultations de psychiatrie pour personnes âgées, eh bien également, c'est une très bonne indication. Alors, pas la consultation mémoire, parce que ce sont plutôt des consultations qui sont orientées pour les troubles neurocognitifs. Voilà. Diapo suivante. Alors, ce qu'il faut garder en tête, les ressources à solliciter, comme on vient de le dire. Donc, toujours le médecin traitant en premier lieu, c'est vraiment le pivot de la prise en charge et c'est lui qui va pouvoir faire la synthèse un peu de tous les éléments et pouvoir ensuite orienter au mieux. Donc, il va pouvoir orienter soit vers un CMP de psychiatrie adulte classique, soit vers une consultation de psychiatrie pour personnes âgées si elle existe sur le territoire. Vous avez les équipes mobiles de psychiatrie pour personnes âgées qui interviennent pour certaines à domicile. Et puis enfin, si vous êtes vraiment en difficulté, que vous ne savez pas vers qui vous tournez, que vous avez un risque suicidaire notamment, vous avez le 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide, à la fois pour les personnes qui ont des pensées suicidaires, mais également pour les professionnels de santé qui sont face à ces patients et qui ne savent pas comment les orienter. Donc surtout, en fonction de votre territoire, vous n'avez pas tous les mêmes ressources, mais il ne faut pas hésiter à vous rapprocher des partenaires qui sont présents pour pouvoir vous aider à orienter au mieux le patient. Diapo suivante. Donc, pour en terminer avec Monsieur D, donc, dans ce cas précis, l'infirmière libérale a alerté le médecin traitant suite à l'inquiétude qu'elle avait par rapport au comportement et à la prise en charge du diabète. Il y a eu une intervention de l'équipe mobile de psychiatrie pour personnes âgées qui a proposé, en lien avec le médecin traitant, un traitement antidépresseur, avec effectivement l'infirmière libérale dans la boucle pour l'observance et la surveillance. Et puis 2 mois après, le patient a été revu par l'équipe mobile, le traitement est maintenu et le patient va beaucoup mieux, tant sur le plan psychiatrique que de l'alimentation et du diabète. Diapo suivante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que un épisode dépressif du sujet âgé, il a un impact très important sur l'autonomie de la personne, sur les comorbidités, qu'il ne faut absolument pas rester avec un patient qui présente une tristesse de l'humeur. Il faut l'évaluer et éventuellement le traiter si ça rentre dans le cadre d'un épisode dépressif. Attention également aux pathologies somatiques qui peuvent également faire errer des fois le diagnostic, et notamment les syndromes confusionnels qui peuvent être pourvoyeurs d'agitation de façon brutale. Gardez à l'esprit également que les épisodes dépressifs chez le personne âgée se traitent de façon aussi efficace que chez les jeunes. Et puis, dans le doute, ne jamais hésiter à solliciter en premier lieu le médecin traitant quand vous avez un doute pour ne pas passer à côté effectivement d'un épisode dépressif. Diapo suivante. Donc, pour aller plus loin, on vous a remis les vidéocapsules qui sont disponibles sur le site du CR3PA, donc sur le repérage de la dépression chez la personne âgée, la prévention du risque suicidaire et également l'agitation et l'agressivité dans les contextes de troubles neurocognitifs.
Pour aller un petit peu plus loin, je me permets juste sur le WooClap, vous avez une dernière question qui apparaît. N'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail, comme ça on va vous renvoyer tous ces contenus, et y compris le PowerPoint, directement dans vos boîtes mail perso ou professionnelles, mais voilà, individuellement. Comme ça, vous aurez accès à toutes ces ressources. Excuse-moi Caroline, je t'en prie. Non, non. En tout cas, je crois qu'on a terminé. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je crois qu'on va pouvoir passer aux questions. Tout à fait. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. La première, et je vais commencer par celle-ci, comment faire quand on se retrouve face à un patient qui exprime très clairement son souhait de mourir, et notamment du fait de son avancée en âge, qui dit « je suis trop vieux, laissez-moi tranquille, je veux mourir ». Alors, il faut savoir que très souvent, les idées suicidaires, elles sont véritablement dans le cadre d'un épisode dépressif. Donc ça veut dire que ce patient, on ne peut pas rester comme ça, voilà, sans rien faire. Il faut absolument qu'il soit évalué, et si, comme très souvent c'est dans le cadre d'un épisode dépressif, il faut absolument le traiter. Donc c'est un patient qu'il va falloir, orienter vers le médecin traitant. Alors ça va bien avec la question suivante. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, donc, comment est-ce qu'on peut faire quand le patient refuse sa prescription d'antidépresseurs et qu'il est vraiment en refus de soins dans ce contexte-là? Alors, ça veut dire quand même que c'est un patient qui, du coup, a déjà vu le médecin traitant. Donc je crois qu'il faut dans ces cas-là ne pas hésiter à revoir le médecin traitant, à l'alerter sur le fait que la prise elle est pas bonne. Si c'est un patient qui est véritablement inquiétant, qui a un risque suicidaire et que le traitement n'est pas pris à domicile, ça peut être un patient qui peut faire l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie. Donc il faut savoir qu'il y a des hospitalisations qui peuvent se faire quand bien même le patient n'est pas d'accord, s'il y a un risque suicidaire important, s'il y a un risque pour le patient. Et donc ce sont les hospitalisations sous contrainte, donc soit hospitalisation à la demande de tiers, soit péril imminent. Ça, c'est quelque chose à voir avec la famille et avec le médecin traitant. Mais s'il y a un vrai risque suicidaire, ça, c'est faisable. Merci. Alors, je continue parce qu'on avait une autre question qui était arrivée dans les inscriptions, dans la foire aux questions des inscriptions. Quelle information de la famille dans ces cas-là et comment est-ce qu'on peut les sensibiliser face à la dépression qui est quand même largement méconnue, voire banalisée? Alors, les familles, alors c'est vrai qu'il y a un travail, quand même, au niveau de la santé publique qui est fait pour sensibiliser les gens, notamment sur le risque suicidaire, sur la dépression du sujet âgé. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus maintenant, y compris, dans les EHPAD, voilà. Après, si on est soi-même infirmier, libéral et qu'on est au contact des familles, effectivement, on peut, aborder les familles en disant: «Bah, voilà, pour monsieur, pour votre père, pour votre mère, moi, je me pose la question d'une dépression», en expliquant, à la famille, éventuellement, si on a quelques données, qu'on a à l'esprit sur, l'importance de la dépression, la fréquence et cetera. Encourager la famille à faire consulter le patient. Donc ça, c'est quelque chose effectivement, qu'on peut faire. Ça marche. Et alors, une dernière question, je crois, qui était sur les moyens utilisés pour le suicide chez les personnes âgées. Alors, je mets un petit point d'attention parce que c'est des éléments sur lesquels il faut faire grandement attention quand on communique, notamment parce qu'on sait que le risque suicidaire peut avoir des phénomènes de contagion. Et voilà, une fois cette introduction posée, voilà la question qu'on a reçue, Caroline. C'est-à-dire s'il y a des moyens, tu peux juste me redire la question exacte? Quels sont les moyens utilisés pour le suicide chez les personnes âgées? Alors chez les personnes âgées, il y a les mêmes évidemment, que, chez le sujet jeune. Après effectivement, ça dépend aussi un peu du milieu dans lequel les personnes vivent. Très souvent, la pendaison. Après, il y a, les armes à feu. Ça dépend aussi si ce sont des personnes qui sont en EHPAD, il peut y avoir de la défenestration. Si c'est des gens qui sont à l'étage, ils ont moins accès aux médicaments, donc beaucoup moins de prise de médicaments, mais plutôt avec, chez les personnes âgées, globalement, le moyen est beaucoup plus létal. C'est-à-dire que, très rapidement, ils vont penser à un moyen où ils savent qu'ils vont pas se louper. Donc, pendaison, arme à feu. OK.
Alors, on a une dernière question qui est arrivée, alors j'en profite. Je précise qu'il y a eu plusieurs questions sur les médicaments et que je ne répondrai pas aujourd'hui, mais qu'on va vous faire passer le lien d'un autre webinaire qu'on a proposé en lien avec les Omédites de Normandie et des Hauts-de-France sur la question spécifique des antidépresseurs. Et où justement, pendant 1 heure, on a abordé toutes ces questions des antidépresseurs, des molécules, du rythme auquel prescrire, etc. Donc, c'est pour ça que je fais exprès de ne pas répondre à vos questions. Mais on a une dernière question qui est arrivée. Dans le cas de multiples refus, d'opposition et d'hostilité importantes chez les personnes âgées en EHPAD, donc on sort du domicile, que peut-on proposer? Hospitalisation, point d'interrogation. Alors, si vraiment il y a beaucoup d'opposition, de refus, très clairement, c'est que derrière, il y a une pathologie. Donc, soit une pathologie psychiatrique, soit une pathologie neurologique. Généralement, en EHPAD, ce sont des patients qui ont des troubles cognitifs, qui ont un trouble neurocognitif. Donc souvent, les conduites d'opposition, les problèmes de comportement, ce sont des symptômes de troubles neurocognitifs. Et dans ces cas-là, tout dépend un petit peu en EHPAD, quels sont les acteurs qui interviennent. Si on a la chance d'être dans une EHPAD où il y a une équipe mobile de gériatrie, c'est l'idéal. Il faut voir ça avec eux et ça peut par exemple faire l'objet d'une hospitalisation en UCC par exemple. Voilà. Si c'est une opposition plutôt dans le cadre d'un épisode dépressif hostile, là, ce sera plutôt du recours de la psychiatrie personne âgée. Voilà. Donc, tout Psychiatrie dépend en fait. personne âgée ou psychiatrie adulte quand il n'y a pas de psychiatrie personne âgée spécifique sur le territoire. On le rappelle, mais psychiatrie adulte, c'est aussi les personnes âgées. C'est ça. Donc tout dépend en fait quelle est la pathologie qui sous-tend les troubles du comportement. Mais c'est vrai que souvent en EHPAD, ce sont des troubles neurocognitifs. Ok, bon, on a une dernière question qui est arrivée. Donc, tant qu'elles arrivent, je suis désolée, je les pose, mais ça va peut-être être la dernière. Quelqu'un qui nous parle d'un cas qui a dû arriver, j'imagine, dans ses patients, un suicide raté par arme à feu pour un patient de 94 ans. Et quelle prise en charge on peut proposer après l'hospitalisation dans ces cas-là? Alors, un suicide, très généralement, ça arrive dans le cadre d'un épisode dépressif, hein. Alors, moi, tout dépend aussi des moyens qu'on a sur le territoire. Nous, par exemple, ce qu'on va proposer chez un patient qui a fait un épisode dépressif hors trouble neurocognitif, hein, là, je parle dans ce cadre-là, d'une part, déjà, un suivi, ça c'est indispensable. Il faut que le patient soit suivi, si possible, par un psychiatre de la personne âgée. Et puis, en fonction des ressources que l'on peut avoir, nous, dans le service, on a par exemple un centre de jour où on accueille des patients qui sont en convalescence, on va dire, d'un trouble de l'humeur et qui peuvent venir faire de la remédiation cognitive, mais également des activités, soit plutôt type d'activité physique ou de sophrologie, de relaxation, pour qu'ils aient un suivi un petit peu plus rapproché pendant en tout cas plusieurs mois à la suite de l'hospitalisation. On peut également proposer des suivis avec un psychologue. Donc, tout dépend un peu des ressources que le service peut avoir. Et dans tous les cas, sur nos 2 régions, un dispositif qui existe après une première tentative de suicide, c'est le dispositif Vigilance, qui est proposé après un passage aux urgences ou une hospitalisation après une tentative de suicide. Et c'est un suivi un petit peu rapproché, téléphonique ou postal, des personnes qui ont commis une tentative de suicide pour éviter la récidive. C'est un dispositif qui a vraiment fait ses preuves et est très efficace, y compris chez les personnes âgées. C'est des ressources qu'on pourra aussi vous faire passer. Et je précise que sur notre site internet, on a une cartographie des ressources en psychogériatrie et psychiatrie personnes âgées. Alors, si on a des gens de hors interrégion, je suis désolée, ce ne sera pas pour vous, mais en tout cas sur la Normandie et les Hauts-de-France, une cartographie avec les possibilités de prise en charge, où est-ce qu'il y a des équipes mobiles de psychiatrie personnes âgées, des hôpitaux de jour, des consultations spécifiques, etc. Donc ça, on pourra vous faire passer le lien aussi de notre site internet. Je vous propose qu'on s'arrête là. On a dépassé de quelques minutes sur ce webinaire. Caroline, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup en tout cas de vous être connectés et puis au plaisir pour une nouvelle intervention. Merci à tous. On va mettre fin à ce webinaire et à l'enregistrement. On va vous refaire passer le lien aussi. N'hésitez pas à le transmettre